Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors cette semaine, on va revenir sur un département français qui est dans la tourmente avec l'opération Wuambushu, qui ne se passe pas du tout comme Gérald Darmanin l'avait prévu. Notre ministre de l'Intérieur a encore une affaire à son actif. Et puis pour le dossier du jour, on va s'intéresser de très près à ce que produit Julien Pain, le fact-checker de France Info, qui est bien connu des services d'immédiat. On passera bien sûr ensuite aux pastilles de l'information, mais avant toute chose, on commencera avec la météo de l'information, Jean-Yves, qui est pour le moins à l'image du temps qu'il fait en ce moment, variable, changeante et très incertaine. Sans oublier en conclusion de ce numéro, un portrait piquant qui vous plaît beaucoup, très chers téléspectateurs. On est ravis de le savoir. Cette fois-ci, ce sera sur Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Tout un programme. Alors si le programme vous plaît, vous connaissez bien sûr la chanson. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Laissez-nous également un commentaire, ça nous fait plaisir. On les lit et on y répond. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube de TV Liberté, Immédiat 441. C'est parti. La météo de l'info est à l'orage, mais à l'orage virtuel. Vous savez, ces orages de chaleur où le ciel d'été est zébré d'éclairs, mais sans pluie ni sans grêle, un pur spectacle. Eh bien, c'est ce que nous offrent les pérégrinations dans nos campagnes de Macron et de la tribu bornée. De la communication, encore de la communication, toujours de la communication pour saturer l'espace médiatique d'annonces gouvernementales vides de contenu. Et les concerts de casseroles, de dispositifs sonores portatifs, selon le vocabulaire préfectoral, contribuent aussi à l'occupation de l'espace médiatique. Il s'agit de distraire l'opinion pour éviter qu'elle ne s'intéresse au vrai sujet. Le déclassement de la France, le grand remplacement des Français et les perspectives, excusez du peu, d'une troisième guerre mondiale. Plus que jamais, nous sommes dans l'infotainment, l'infodivertissement. Alors, gardez l'esprit critique. Jean-Yves, l'image de la semaine, eh bien, ce sont les deux députés de Mayotte. Mayotte, qui, comme on le sait, est le 101e département français, qui est devenu d'ailleurs un département français depuis 2011 seulement. C'est assez récent, après une succession de référendums. Et ce département français se retrouve aujourd'hui sous le coup des projecteurs avec l'opération Wuambushu. Wuambushu, ça signifie reprise en main. Ça a été lancé par Gérald Darmanin le 24 avril dernier. Alors pour mieux comprendre le contexte de toute cette opération, eh bien je vous propose de regarder le sujet du JT du 25 avril dernier. On écoute tout de suite. Déjà un échec pour l'opération Wuambushu. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'aura pas fanfaronné longtemps avec son slogan « À Mayotte, la délinquance ne l'emportera pas sur les lois de la République ». Alors que la reprise en main de l'île en détruisant les bidonvilles et en expulsant les clandestins a démarré lundi, la volonté du ministre a déjà été douchée. D'une part, le juge des référés du tribunal de Mamoudzou a suspendu la destruction du bidonville Talus 2 prévue ce mardi matin. Par ailleurs, sans grande surprise, les Comores ont refusé lundi l'accostage de bateaux transportant des clandestins et suspendu le trafic de passagers dans le port où les personnes expulsées sont habituellement débarquées. Bien évidemment, les médias se font le relais de cette opération qui n'est pas un succès pour l'instant. Gérald Darmanin, toutefois, insiste. Il martèle que l'action menée à Mayotte est la restauration de la paix républicaine. Il s'agit d'une action difficile mais extrêmement résolue, ce qui met en danger la population. C'est l'insalubrité selon lui, l'insécurité et la non-reconnaissance du droit de propriété. Le préfet a fait appel de cette décision parce que la destruction des logements illégaux dans la deuxième ville de Mayotte a été arrêtée et les 85 familles qui devaient être expulsées ne l'ont pas été.
Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est cet article de Libération qui est extraordinaire, Jean-Yves. Wambushu, si le gouvernement français veut combattre la criminalité qui laye à sa source la pauvreté, alors c'est une citation, l'opération est symptomatique d'une politique sociale brutale, alors que Mayotte est un département oublié de Paris. Ça, en revanche, c'est un propos du journal Libération, Jean-Yves. Alors, tout est faux dans cela. D'abord, Mayotte fait l'objet d'un soutien de Paris considérable qui envoie en permanence de l'argent et des fonctionnaires pour faire face à la situation. C'est extrêmement difficile de faire de cette île un département français. Donc, énormément de moyens sont consacrés, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand il nous dit que le problème, c'est la pauvreté, eh ben non, je serais tenté de dire que c'est un peu l'inverse, parce que le problème de Mayotte, c'est que le niveau de vie y est 8 fois plus élevé que dans les îles des Comores voisines. Et donc, il y a un appel d'air considérable. Donc, double mensonge de Libération. C'est la richesse paradoxale de Mayotte qui crée le problème de Mayotte et non pas la pauvreté. Il faut comparer avec ce qui se passe dans l'océan Indien et non pas avec ce qui se passe à 10 000 km à Paris. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les deux députés de Mayotte apportent, eux, leur soutien à l'opération Wambushu. Il s'agit donc de Estelle Youssoufra et de Mansour Kamardine, et donc l'une qui appartient au groupe Lyot et l'autre au groupe Les Républicains, qui sont eux aussi pour cette opération. Il faut rappeler quelques chiffres à Mayotte avant de vous laisser la parole, Jean-Yves. Il y a 9000 naissances annuelles sur cette île et c'est presque, on pourrait dire, la première maternité de France. Sachant qu'également, selon l'INSEE, la moitié de la population des 350 000 habitants estimés de Mayotte, c'est estimé parce que les chiffres sont assez peu fiables de fait de ces naissances, eh bien la moitié de cette population, elle est comorienne et elle ne possède du moins pas la nationalité française. Et donc tous ces migrants qui sont accusés par la population et les élus de déséquilibrer les infrastructures et les ressources de l'île et de nourrir la délinquance, eh bien en fait, en réalité, ils viennent des îles voisines. Et donc, c'est ça la grosse problématique de cette situation qui part d'ailleurs en eau de boudin, même auprès des élus locaux, puisque le premier vice-président du département a tenu des propos pour le moins polémiques que je vous propose d'écouter dès maintenant. Des gamins qu'on voit de loin, enfin, c'est même pas des gamins, moi je refuse d'ailleurs qu'on emploie ces termes-là, jeunes ou gamins, c'est délinquants, c'est voyous, c'est terroristes. Il faut, à un moment donné, il faut peut-être en tuer. Je pèse mes mots. Il faut peut-être en tuer pour qu'ils puissent pas... je peux pas vous laisser dire ça quand même. Oui, non, qui vont oser on peut pas dire tuer ça des quand policiers. Même, non, mais si tu es des policiers, la légitime défense, elle est où là-dedans? Alors, cette séquence est doublement intéressante. Bon. D'abord parce que la journaliste a bien pris les codes... de l'Arcom, et donc elle maîtrise l'antenne, elle dit « je ne peux pas vous laisser dire ça », ce qui est la formule habituelle de la censure, face à un propos qui est effectivement un petit peu vigoureux, mais il vise les voyous, il évoque la légitime défense des policiers, puis il parle comme il sent les choses finalement, mais évidemment, les médias... vont déformer l'affaire. Et au départ, on nous dit le premier vice-président du département appelle à tuer les voyous et provoque un tollé. Et ça devient ensuite, il faut peut-être en tuer. Un vice-président du conseil départemental de Mayotte prône le meurtre d'immigrés. De même, LCI nous dit qu'il suscite l'indignation après des propos sur des migrants irrégulier. Ce n'est pas vrai. Le propos, évidemment, polémique, vise des voyous, des délinquants, des terroristes, et on voit la déformation médiatique qui remplace un mot par un autre pour amplifier, en quelque sorte, l'indignation. Alors, il y a d'autres propos, eux, qui ne soulèvent pas autant de polémiques, étonnamment, qui vont être ceux de Dominique Voynet, qui appartient au groupe Europe Écologie Les Verts. Il s'agit également d'une ancienne ministre
qui a piloté, et là vous allez voir peut-être le rapport avec Mayotte qui n'est pas évident tout de suite, l'ARS, l'Agence régionale de santé de Mayotte, et qui en a pris la tête de septembre 2019 à février 2021. Elle est partout dans les médias en ce moment. On écoute ce qu'elle a à dire. Et donc, moi, ce que j'imagine bien, c'est que les Comoriens qui sont en situation régulière, dont les enfants vont à l'école, qui ont souvent des bacs avec des mentions très bien, parce que c'est ce qui va leur permettre aussi de se préparer à un avenir en métropole, je crois qu'il faut qu'ils aient des visas normaux, qui leur permettent de circuler, d'aller en métropole. S'il y avait 100 000 Comoriens en métropole sur 70 millions d'habitants, on ne les voit pas. Alors qu'à Mayotte, on ne voit plus. Jean-Yves, ne reprenez pas tout de suite sur cet extrait vidéo. Je vous propose d'écouter quelque chose de bien plus ancien, des propos qu'elle tenait en se vantant d'avoir démantelé le nucléaire français. On l'écoute et après vous pourrez réagir. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. On est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. Ah oui, cette femme qui est ancienne ministre, militante écologiste et inspectrice générale des affaires sociales, donc qui est une fonctionnaire qui devrait d'ailleurs être tenue à un minimum de devoir de réserve, me semble-t-il, eh bien, elle va à la télévision pour prôner l'invasion, parce que quand on dit il y a 100 000 Comoriens à Mayotte, on règle le problème en les faisant venir en métropole, on déplace évidemment le problème. Ensuite, on voit qu'elle s'est vantée d'avoir détruit l'industrie nucléaire française. Donc on voit, et donc elle est pour l'invasion d'un côté, contre l'indépendance énergétique de l'autre. Et quelle est la conclusion ? Elle est sur tous les médias. Elle est invitée à l'enchaîne des médias. Justement, dans le dispositif médiatique, Jean-Yves, peut-être pour conclure sur cette affaire de Mayotte, cette opération Wuambushu, quelles sont les questions qui n'ont pas du tout été posées dans les médias ? D'abord, est-ce que ce qui se passe à Mayotte ne préfigure pas ce qui pourrait se passer ou ce qui va se passer en Europe ? Je donne quelques chiffres. Il y a 820 000 Comoriens et il y a environ 180 000, 200 000, on ne sait pas trop, Mahorais, 250 000 Mahorais. Bon, vous voyez le rapport, 1 à 3 à peu près. Eh bien, il y a 700 millions d'Européens. Et il y a 2 milliards d'Africains, c'est un peu le même rapport. Le même ratio, ouais. Alors il y a une mer qui est un peu plus large, qui est la Méditerranée. On devrait se poser ce genre de questions. Première remarque. Deuxième remarque, est-ce que c'est encore possible de garder Mayotte comme un département français aujourd'hui, alors qu'il appartient à l'archipel des Comores ? Je sais que c'est un peu tabou comme question, mais enfin, je pense qu'on peut se la poser. Dernier élément, on a encore Darmanin qui a lancé une opération qui a échoué, sans que les médias lui rappellent d'ailleurs ses échecs précédents, c'est-à-dire l'affaire du Stade de France, l'affaire du match France-Maroc, et j'en passe. Ça lui avait valu un Gérald d'or au Bobard d'or, ça reste d'actualité. Et puis on a quand même un peu l'impression que Gérard Darmanin, il fait penser à côté, le gendarme de Saint-Tropez, c'est la police scientifique, quoi. Jean-Yves, on passe maintenant à notre dossier du jour qui est consacré à Julien Pain, un fact-checker bien connu des services d'immédiat. Alors, qu'est-ce que c'est un fact-checker ? Eh bien, c'est simple, c'est quelqu'un qui prend de l'actualité, les met là-dedans et il secoue les faits et paf, il ressort la petite purée qui lui convient, qu'il a constituée lui-même. Alors, Julien Pain, qu'est-ce qu'il a fait ? Récemment, il a fait un tweet sur l'émission qui a été produite par son média, par France Info, Désinformation, la contagion. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, sur cette émission qui vient de sortir ? Pour ceux qui l'auraient raté, notre doc sur la désinformation est disponible ici. C'est gratuit car c'est payé avec vos impôts.
Alors, la formule est très intéressante, c'est totalement un oxymore, puisque bien sûr, quand c'est les impôts, c'est un petit peu nous qui participons. On paye la désinformation de M. Pain. Voilà. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le reportage commence de la sorte, et ce n'est pas du tout une blague, vous pouvez écouter cette première phrase, la suite n'est guère intéressante. Intox, fake news, rien de nouveau. Au Moyen-Âge, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits. En une phrase, on arrive au point Godwin. C'est extraordinaire, c'est tout de suite. Sont ciblés particulièrement dans ce reportage sans surprise les gilets jaunes, également ceux qui ont gardé l'esprit critique durant la période de Covid, période qui a produit beaucoup de fake news selon Julien Pain. Donc on retrouve dans ce reportage des interviews de Julien Pain ou encore de Lisa Beaujour, sont les grands spécialistes de la rédaction de France Info et je crois qu'on les connaît bien aussi à d'autres titres. On les connaît bien. Alors, Julien Pain a déjà été dans les sélections des Bobards d'or. Et Lisa Beaujour a obtenu le Bobard Protéine pour un Bobard absolument merveilleux où elle expliquait que les hommes étaient plus grands que les femmes parce que dans la préhistoire, les hommes volaient la viande aux femmes. Et c'est ce qui explique que les hommes sont plus grands que les femmes, selon Madame Lisa Beaujour, qui est une grande... fact-checkeuse, bien sûr. Elle fait partie de tout ce service avec Julien Pain. Tout ce service que nous payons, ce service de désinformation que vous payez avec votre argent. Oui, il faut le rappeler systématiquement. Samedi 22 avril dernier, dans son émission Vrai ou Fake, Julien Pain a invité Raphaël Enthoven, et donc il se targue de cette émission-là parce qu'il en a fait un tweet. On a fait notre meilleure audience de la saison ce samedi, 2,4%, loin devant CNews. C'est une émission dont je n'ai absolument pas à rougir. Elle dissèque les intox, elle explique les mécanismes de la désinformation, elle n'est ni de droite ni de gauche, elle informe. Et donc on va s'attarder un tout petit peu sur ce tweet de Julien Pain parce que la plupart de ces tweets sont désormais de la sorte. Qui peut répondre au tweet de Julien Pain? Seulement les personnes suivies par Julien Pain et les personnes mentionnées par Julien Pain, ce qui est tout de même intéressant, là encore, pour répondre sur Twitter. Il ne veut pas la contradiction. Pas de débat. Voilà. Sur la plateforme du débat. On ne peut accéder à l'objectivité, à la vérité, que par la contradiction. Et donc, il n'en veut pas. Alors, il a lui qui s'exprime, éventuellement quelques copains qu'il a sélectionnés qui peuvent applaudir. Les autres n'ont pas le droit à la parole. Et c'est tout. Exactement. Et c'est payé par le service public, et c'est payé par l'argent des contribuables. C'est la censure, encore une fois. Alors, pour une émission qui se targue de n'être ni de droite ni de gauche, en tout cas, le dernier invité est donc bien un intellectuel très engagé à gauche, Raphaël Enthoven. Très macroniste. Très macroniste, la gauche macroniste. Intellectuel, oui. Philosophe. Bon, allez, philosophe de gauche. Philosophe de Plateau. En tout cas, il se définit comme philosophe de Plateau, pas de Platon. Plateau, ouais. C'est pas Platon, c'est philosophe de Plateau. Plutôt de Plateau, oui, exactement. Ouais. Retour devant les caméras. Donc, il discutait d'infos et d'intox en ciblant particulièrement le monde de l'édition. Et qu'est-ce qui les a intéressés dans le monde de l'édition? Eh bien, c'est la dernière sortie du livre d'Alexandra Henrion-Caude, Les apprentis sorciers, qui est publié chez Albin Michel. Et le titre de la rubrique déjà suffirait presque à vous donner un peu des informations sur le contenu de cette émission avec Raphaël Enthoven, le succès des livres de désinformation. Et voilà ce qu'on peut entendre donc dans cette émission avec Raphaël Enthoven. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'anthologie. On est en présence d'un ennemi qui est beaucoup plus redoutable que le n'importe quoi. On est en présence d'un ennemi qui est le désir de n'importe quoi. Parce que si les choses paraissent, si tant de livres qui disent n'importe quoi paraissent, c'est qu'ils ont grand succès, c'est qu'ils reçoivent un grand public, une vraie audience. Il se trouve qu'à l'ère digitale, à l'ère numérique, nous avons tous les moyens de nous convaincre, de nous persuader plus exactement, que notre désir est plus vrai que la vérité elle-même. Donc, en cela, la démocratie qui est la nôtre et dans laquelle il faut souhaiter vivre est extraordinairement exposée au mauvais usage de la liberté qu'elle permet. Parce que le livre d'Alexandra Henrion-Caude et son succès, c'est liberticide. C'est un personnage d'Orwell, cet Enthoven. Avec la vérité, c'est le mensonge. La liberté, c'est liberticide. La censure, c'est la liberté. Voilà la logique de ce philosophe. Exactement. Alors, ça, c'était une émission qui a été tournée le samedi. Et en fait, le dimanche, Julien Pain revient dans C'est médiatique, une émission qui est produite par France 5 pour parler... Toujours le service public. Toujours l'argent des contribuables. Exactement. Et pour dire la même chose. Donc, le samedi, si vous n'avez pas eu votre dose, vous pouvez reprendre la piqûre de rappel le dimanche. Et donc, il reparle à nouveau du livre d'Alexandra Henrion-Caude. Et donc là, encore, il faut écouter le propos parce que c'est extraordinaire.
Faire de l'argent avec des fausses infos, ça gêne pas, Albin Michel? Non, pas vraiment. Alors, Albin Michel n'a pas accepté de me répondre à moi, mais ils ont répondu à mes confrères de l'Express. Il est parfaitement légitime qu'Alexandra Orion-Caude puisse s'exprimer et être publiée. La science, comme la démocratie, doit pouvoir s'exercer dans la contradiction et la liberté d'expression. Ça vous plaît pas beaucoup, ça? Alors, on a cette adresse finale extraordinaire de Julien Pain à Mélanie Taravant. Ça ne vous plaît pas beaucoup, la liberté d'expression, Jean-Yves? Non, la liberté d'expression, ça ne plaît pas beaucoup. Bah non. Non, ça plaît parce pas que beaucoup, ça permet l'expression d'opinions qu'on ne partage pas. Ça, c'est quand même terrible. Enfin, mettez-vous à la place de cette dame. Elle a des opinions. On est obligé de les partager. C'est terrible de sortir de l'entre-soi. Alors, justement, Jean-Yves, Élise Blaise, la rédactrice en chef de TV Liberté, avait justement reçu Alexandra Orion-Caude dans son émission Le Samedi Politique. Et je vous propose d'écouter un propos d'Alexandra Orion-Caude qui est particulièrement intéressant sur le consensus scientifique. On voit que là, il y a encore une fois une faillite du système qui n'est pas prêt à accepter une autre parole. Or, en science, c'est catastrophique. Parce que, par définition, personne ne détient la vérité. Il n'y a pas une vérité scientifique. Il y a un état de connaissance à un temps donné qui est constamment évolutif, qui évolue et au gré des confrontations. Au gré non seulement des confrontations, mais des découvertes. Et donc le consensus scientifique n'a pas de sens, cette notion de consensus scientifique dans lequel beaucoup de collègues se sont drapés, mais je les plains de se draper dedans, parce que ça veut dire bien que ce ne sont pas des découvreurs. Parce que pour découvrir, il faut sortir du consensus scientifique. Il faut introduire une rupture. Alors, il y a un autre propos de Julien Pain qu'il faut écouter dans l'émission C'est médiatique sur France 5, toujours. C'est son passage sur un livre de Didier Raoult. Vous allez voir. Je me base sur le fait que vous ne vendez pas de livres classiques sur la pandémie. Il n'y a rien qui vient d'un médecin ou d'un épidémiologiste. Ah si à qui attendez. Allez-y, cherchons. Voilà. Oui, bon, Didier Raoult, mais ça... Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Didier Raoult, ça compte pas. Oui, et je n'ai pas pu m'empêcher de réagir, parce que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais Didier Raoult, non, pour dire que pour parler d'intégrité scientifique, je trouve que là, ça marche plus tellement. Alors, c'est assez extraordinaire comme propos. Parce qu'évidemment, comme l'a expliqué Orion-Caude, la liberté scientifique, c'est la diversité d'opinions, la confrontation d'opinions. Ceci étant, moi, j'observe que les gens qu'on a beaucoup entendus au moment du Covid, on a entendu Michel Simès, qui est un généraliste. On a entendu Gilbert Deray, qui est un néphrologue. On a entendu Laurent Alexandre, qui est un urologue. C'est-à-dire pas du tout les spécialités concernées par le Covid. Raoult, il a peut-être dit des choses exactes, des choses pas exactes. Il dit beaucoup de choses. Mais c'est un spécialiste des maladies contagieuses, d'infectiologie. Donc c'est un spécialiste de la question. Et Orion-Caude, encore davantage, puisqu'elle est généticienne, spécialiste de l'ARN, qui a été la technique utilisée pour ce qu'on a appelé, sans doute à tort, un vaccin. C'est-à-dire que les deux qu'on veut interdire, qui ont peut-être dit des choses qui n'étaient pas toujours exactes, qui sont discutables peut-être, mais les deux qu'on veut interdire, c'est les deux, en quelque sorte, les plus capés, les plus qualifiés pour parler. Et on préfère aller chercher des charlatans qui vont donner la doxa officielle. Alors, vous avez peut-être reconnu d'ailleurs le lieu où se trouvait Julien Pain quand il interroge le libraire. Il s'agit de la Nouvelle Librairie. Je vous propose d'écouter un autre extrait pour voir quelle est la vision de Julien Pain de cette librairie et qu'il donne aussi sans faillir lors de cette émission sur C'est médiatique. Ça, c'est sur Hitler, Rudolf Hess. On est sur les hommes de Mussolini, l'homme de Vichy, René Bousquet. On est quand même que sur des figures de l'extrême droite, voire des fascistes. Pourquoi en parler autant? Parce que vous dites que vous n'avez pas cette ligne-là vraiment, mais enfin là... C'est un rayon historique. On ne peut pas se reprocher d'avoir des livres qui traitent d'histoire dans un rayon d'histoire. Alors c'est amusant parce qu'on a commencé par le point Godwin, on finit par le point Godwin. Alors effectivement, la Nouvelle Librairie, il y a beaucoup de rayons. Il y a notamment un rayon historique. Dans le rayon historique, il y a l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge, il y a la Renaissance, puis il y a la période contemporaine. Eh bien oui, dans la période contemporaine, il y a un certain nombre de personnages historiques contestables. Enfin, on vend des biographies, même d'Hitler et même de Mussolini, à la Fnac. Voilà, c'est pas pour ça qu'on est d'accord. Et donc on réduit la Nouvelle Librairie au rayon histoire. C'est un rayon, c'est pas le seul. Dans ce rayon, à une partie de la période et dans la partie
ce qui peut faire mal, bah oui, là aussi, une librairie, c'est la diversité, voilà. Et c'est le choix éditorial. Et vraiment, moi, je ne peux que recommander à ceux qui nous regardent d'aller visiter la nouvelle librairie rue Médicis à Paris. Ils y trouveront une très grande variété de livres. Que manifestement Monsieur Pin n'a pas lu. Et ne valide pas. Mais même, oui, non, ne valide pas, bien entendu. Jean-Yves, on enchaîne avec les pastilles de l'information et on commence avec ce terme qui est particulièrement délirant, les dispositifs sonores portatifs. En fait, il s'agit des casseroles. Et ce qui ne plaît pas aux médias et aux préfets qui ont dénommé ces casseroles de cette façon, eh bien, c'est que ce sont des casseroles anti-Macron, anti-gouvernement, parce qu'il n'y a plus une seule visite officielle qui n'est pas suivie à grand bruit par des manifestants avec des casseroles. Mais en fait, dans l'Hérault, il y a carrément eu un arrêté qui interdisait les dispositifs sonores portatifs. Alors, il y a eu un petit micmac parce qu'a priori, cela parlait des porte-voix pour limiter donc les manifestations et les bruits de manifestants. Donc, il y a eu du fact-checking sur si jamais il y avait vraiment existé un arrêté anti-casserole, parce que des manifestants se sont quand même vus confisquer leurs casseroles, ce qui est embêtant pour aller faire la cuisine le soir, vous en conviendrez. Donc, ces dispositifs portatifs ont été pour le moins troublants. Voici toutefois ce que répond Gabriel Attal à tous ces manifestants qui viennent. Eh bien, il leur répond avec son mépris habituel. Je vous propose d'écouter. Ceux qui peuvent se permettre, qui ont le temps en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14h à 18h, a priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. C'est pour eux qu'on veut agir et c'est pour eux qu'on veut répondre. On parlait justement de casseroles et de casserolades. Eh bien, je vous propose de parler de Rima Abdul-Malak qui s'est, elle, déplacée pour la cérémonie des Molières. Cérémonie qui a, elle aussi, été suivie par des manifestations et des manifestants qui ont fait du bruit devant le lieu de la cérémonie des Molières, c'est-à-dire le Théâtre de Paris. Et pendant cette cérémonie, il y a eu 2 comédiennes représentantes de la CGT qui se sont adressées à la ministre présente dans la salle sur les conditions des intermittents et de la réforme des retraites, en gros. Or, fait extrêmement rare durant cette cérémonie et durant de toute façon toutes les représentations officielles de la ministre de la Culture, eh bien Rima Abdul-Malak s'est levée, a pris un micro pour défendre son bilan. Jusque-là, tout va bien. Les médias en parlent de cette façon. Elle est interpellée aux Molières. Elle se lève et répond. La ministre de la Culture riposte. La ministre de la Culture riposte. France Info, interpellée, elle riposte également. Télérama, aux Molières, Rima Abdul-Malak assoit sa stature. Le JDD, interpellé par 2 artistes, la ministre de la Culture défend son bilan. Bref, on aura compris. Bravo Abdul-Malak. Bravo à elle. Bravo. Alors, c'est une riposte, en effet, comme l'ont souligné les médias, mais ce qu'ils n'ont absolument pas souligné, c'est que c'est une riposte qui est calculée au millimètre près. Comment une ministre peut se lever et interpeller la salle ? On ne l'entendrait pas. Eh bien, c'est parce qu'elle a eu un micro. Et ça, ce n'est absolument pas mentionné dans les médias. Elle a eu un micro. On le voit très bien sur le plan large de la vidéo des Molières que je vous propose de regarder tout de suite. J'ai rajouté un petit cercle jaune pour que vous puissiez situer la scène et ce qui se joue et ce qui s'y trame. 19 Molières sont en jeu, mais il n'y aura qu'une seule ministre. Moi, je reste dans la salle, dans le public. C'est là ma place. Les Molières. Que la lutte continue. Et vive les casserolades. Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Non, juste... Cette phrase de Gérard Philippe qui a été dite, elle date de 1957. Il n'y avait même pas de ministère de la Culture à l'époque. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde. Assez curieusement, elle n'est pas au premier rang, ce qui serait la règle protocolaire. Elle est bien positionnée au milieu de la salle, ce qui lui permet d'arroser en quelque sorte de sa prise de parole l'ensemble de la salle, ce qui serait beaucoup plus difficile si elle était au premier rang.
On continue avec notre idiot du village global de cette semaine. Il s'agit de Laurent Nunez qui lance une véritable alerte au JO avec la date qui se rapproche. Le préfet de police, en effet, veut saturer l'espace public de policiers, a-t-il annoncé. On a plus de détails dans cet article de Valeurs Actuelles. Il annonce l'arrivée de 2800 policiers sortis d'école. Ce qu'il ne précise pas, c'est que sans doute, s'il y en a qui sortent de l'école, il y en a qui partent à la retraite. 2800 partis à retraite, sans doute. Voilà, sans doute, à moins qu'ils ne partent plus tard avec la nouvelle réforme, si jamais ils se sont arrangés de la sorte. Enfin, toutefois, ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont ils vont décrire les lieux où le dispositif de sécurité doit s'organiser. Ainsi, on dit que le Champ de Mars, le Trocadéro et l'Est parisien sont des lieux sensibles de Paris. Des lieux sensibles, plutôt des lieux stratégiques, mais là, ici, on utilise le terme sensible. Sensible, comme une banlieue sensible. Trocadéro est devenu une banlieue sensible. C'est un grand succès de la politique publique. Et alors, on voit l'expression « saturer l'espace public de policiers ». On est quand même dans la police spectacle et dans l'annonce de la police spectacle. Avec des tout jeunes, tout frais sortis d'école, en plus, ça va être absolument fabuleux. Et 2800, c'est pas énorme pour couvrir Paris. Alors, on quitte le Trocadéro et on part aux États-Unis avec l'affaire Tucker Carlson. Tucker Carlson est une des personnalités médiatiques les plus regardées aux États-Unis. C'est le présentateur vedette de Fox News, donc qui est un grand média conservateur. Et il a joué un rôle important à l'époque de Trump. Il a joué un rôle important lors des 2 élections présidentielles. Et là, on annonce qu'il part, qu'il y a eu un accord entre lui et Fox News pour qu'il quitte Fox News. Alors, quelles sont les raisons ? C'est assez difficile à dire. Il est possible que Fox News le considère comme trop libre de parole. Regrette que ses propos lui aient valu à Fox News une condamnation par Dominion, qui est la maison qui fournit des machines électroniques de vote électronique dont Tucker Carlson avait mis en doute la sincérité. Voilà. Est-ce que c'est ça ? En tout cas, il est resté silencieux quelques jours avant de revenir par un tweet en disant que, bien précisément, il allait revenir. Et c'est évident que Tucker Carlson va revenir parce qu'il a une image extrêmement forte, il a un public extrêmement nombreux, extrêmement motivé, un public conservateur motivé, donc il a une valeur médiatique indéniable, il va revenir. Ou on ne sait pas encore, il y a des rumeurs qui parlent d'une affaire avec Musk. C'est à suivre, nous n'en savons rien, mais nous allons continuer à suivre ces affaires-là, bien sûr. Alors, restez bien abonnés à TVL pour suivre immédiat chaque semaine, parce que peut-être qu'on aura du neuf tout bientôt. Eh bien, puisqu'on a parlé de Twitter, c'est une occasion de citer Madame Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui s'est plaint parce que Twitter a voulu placer une petite pastille, précisément, sous les comptes des chaînes publiques, en précisant que ce sont des chaînes publiques, ce qui est la vérité absolue. On l'avait fait d'ailleurs pour les chaînes russes. Ben oui, les chaînes russes, c'était des chaînes publiques, mais Al Jazeera, c'est une chaîne qatari, la BBC, c'est une chaîne financée par les contribuables britanniques, et France Télévisions a une directrice qui est nommée par le pouvoir, qui finance sa télévision par le pouvoir, et qui met en œuvre la politique du pouvoir. Donc c'est pas très choquant, mais ça a beaucoup choqué Madame Ernotte. Mais après tout, je ne vous en dis pas plus sur Madame Ernotte. Madame Ernotte. Vous allez retrouver Delphine Ernotte, dans le portrait piquant de Logime. Restez, ça vaut la peine. Vous êtes intime avec elle, évidemment, parce que vous êtes très concerné par ses propos sur les mâles blancs et hétérosexuels. Et de plus de 50 ans, en plus. Voilà. Jean-Yves, pour conclure ces pastilles de l'info, je crois que vous avez un traditionnel coup de chapeau dont vous voulez nous faire part. Voilà, alors le nouveau présent a connu le quotidien
national catholique a connu des soucis, il a cessé de paraître. Et là, il y a une nouvelle équipe qui le reprend, cette fois sur Internet. Eh bien, je crois que c'est une bonne nouvelle. À chaque fois qu'il y a de nouveaux acteurs de la réinformation, eh bien, ça permet d'étendre la critique globale et de donner une meilleure information à un plus grand nombre de monde. Donc, bienvenue au nouveau présent. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas Jean-Yves ? On se retrouve la semaine prochaine et surtout, restez avec Delphine pour les quelques minutes d'émission qui vont continuer. Exactement, avec Claude Cholet de Logim. D'ici là, portez-vous bien, bien entendu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous le rappelle, juste avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo à votre entourage. C'est le gage de notre succès. On se dit à très vite sur TV Liberté. Delphine Ernotte, née en 1966 à Bayonne, a fait toute sa carrière à France Télécom, devenue Orange, avant de devenir la patronne de France Télévisions. Elle est diplômée de l'École centrale de Paris. Elle rentre à France Télécom en 1989 comme analyste financière et sera tour à tour ingénieure économiste, directrice de la communication et enfin directrice générale en 2011. À la surprise générale, le 23 avril 2015, Delphine Ernotte est élue par les membres du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la présidence de France Télévisions pour une durée de 5 ans. Cette nomination cause une intense polémique, car elle n'a jamais été journaliste et n'a jamais dirigé de médias. Elle est dénoncée comme une preuve supplémentaire de la mainmise de l'entre-soi politico-économique sur le monde médiatique et notamment sur les médias publics. Olivier Schrammeck, président du CSA, a en effet changé la procédure d'usage le jour du scrutin, ce qui a permis de favoriser l'élimination de candidats plus sérieux. Une plainte pour abus d'autorité et trafic d'influence a été classée sans suite par le parquet de Paris en juillet 2016. Elle est reconduite pour un second mandat en juillet 2020. Delphine Ernotte n'est pas encartée dans un parti. Cependant, une partie de son entourage est très marquée à gauche. Son directeur de cabinet, Stéphane Sidbon-Gomez, était conseiller de Cécile Duflot au ministère du Logement. Son assistante, Catherine Bessis, est conseillère municipale à Paris et militante PS. Son conseiller en communication, Denis Pingot, est un visiteur du soir de François Hollande. Membre du Club Le Siècle, elle a un fil rouge dans son action. Évincer le mâle blanc. Pardon, je me suis trompé. Ma prononciation est défectueuse. Éliminer le mâle blanc de l'antenne et de tous les services de France Télévisions. Je cite sa déclaration, surprenante, sur Europe numéro 1 le 23 septembre 2015. Je cite, « Il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. » Elle réitère sur Le Monde en novembre 2020. Je cite, « D'après le CSA, les personnes perçues comme non blanches représenteraient environ 25% de la société française, contre 15% à la télévision. On a un énorme rattrapage à faire. Ce sera le fil rouge de mon nouveau mandat. » Fin de citation. 200 ou 300 000 migrants extra-européens s'installent en France chaque année. Delphine ne va pas manquer de candidats.